Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis Amandine Pergeot, responsable communication du CNDB. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui pour un webinaire d'1h30 sur le thème des bardages et terrasses en bois. Donc, on va aujourd'hui recueillir le retour d'expérience de 3 professionnels et nous parler de comment et pourquoi utiliser le bardage et les terrasses en bois. Donc, c'est un webinaire organisé par le CNDB avec le relais du Club Bouille au Bois et de bois.com. Pour le contenu du jour, donc on va avoir une petite introduction. Je vais me permettre de vous présenter très rapidement le CNDB en quelques mots et puis je donnerai très vite la parole à nos trois professionnels. Donc on va avoir la première intervention avec Michel Witzmann, donc du coup cofondateur de l'agence Caravitz, qui nous parlera majoritairement du bardage bois. La deuxième intervention sera celle de Simon Letondu, donc de Simon Letondu Architecture, donc fondateur de cette agence, qui nous parlera globalement de terrasses bois. Et ensuite, on terminera l'intervention avec Sandra De Giorgio de NZD Architecture, la cofondatrice de cette entreprise, et qui nous parlera de bardage. Et comme je le disais à l'instant, on aura ensuite une phase de questions-réponses. Donc, je vais très rapidement vous présenter le CNDB si vous ne le connaissez pas encore. Donc, le CNDB est le Comité national pour le développement du bois. Donc, c'est une association loi 1901 qui a été créée donc, en 1989. Donc, aujourd'hui, on a plus de 30 ans d'existence. C'est notre objectif, comme le nom l'indique, c'est de faire la promotion du matériau bois auprès de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, mais également auprès du particulier. Pour ce faire, nous avons 4 pôles de compétences. Donc, nous organisons diverses sessions de formation tout au long de l'année. Donc, je vous invite à découvrir nos thématiques. On en a une quinzaine différentes directement sur notre site web. Donc, des formations uniquement à destination des professionnels. Nous avons également le centre de ressources, donc l'expertise bois. C'est tout simplement la partie centre de ressources de notre site web, mais également notre newsletter, nos réseaux sociaux. Ce sont tous les moyens que nous avons de notre côté pour vous pousser en tant que professionnel des contenus techniques ou inspirationnels. Vous allez retrouver sur notre site, par exemple, plus de 150 contenus techniques à disposition gratuitement. Nous avons également une troisième mission qui est de faire de la promotion et de la communication auprès de divers publics et thématiques. Et enfin, notre quatrième mission est l'accompagnement des organisations professionnelles de la filière pour les aider à mettre en œuvre leur stratégie. Et encore une fois, mettre en tout cas en valeur le matériau bois en France. Nos prochaines actualités, elles sont très nombreuses. Donc, on commence par le Carrefour international du bois. Nous serons présents donc, du 1er au 3 juin à Nantes sur le stand filière du Codifab. Nous allons également tenir pas mal de conférences. Donc, je vous invite à aller regarder le programme pour voir tous les sujets qu'on abordera, donc, notamment les biosourcés. Nous allons également organiser le 16 juin prochain une visite d'opération avec l'agence Artbuild. Du coup, on va visiter le bâtiment Agora que vous voyez juste ici. En exclusivité, on vous annonce aujourd'hui l'Assemblée générale du CNDB qui se déroulera le 21 juin à Paris. On vous diffuse aujourd'hui le programme complet par newsletter également et par réseaux sociaux. Prochaine actualité, on organise, pareil, c'est inédit, on vous l'annonce aujourd'hui, un webinaire le 28 juin sur les biosourcés. Donc, évaluer l'impact carbone des choix constructifs avec le simulateur bois biosourcé, donc un outil qui a été développé par le CNDB, Viscab, avec le soutien du Codifab. On vous en parlera durant ce webinaire-là. Autre sujet, nous coordonnons également la campagne Fenêtre Bois. Donc, si vous avez peut-être vu des messages passés du CNDB, nous sommes à la recherche en ce moment d'intervenants pour faire des vidéos. Nous avons programmé un tournage. Donc, si vous êtes volontaire pour participer à ce tournage vidéo et valoriser la Fenêtre Bois, n'hésitez pas à nous contacter. On est également à la recherche de visuels. Et enfin, je vous invite vraiment du coup à suivre le CNDB sur tous ces biais. Donc, je vais vous parler à l'instant de la newsletter. Je vous invite à vous inscrire sur notre site pour recevoir nos actualités une fois par mois. C'est le condensé de tous nos événements, mais toutes les actualités aussi de la filière forêt-bois. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ils sont présents à droite, donc sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube. Sur YouTube notamment, vous allez pouvoir retrouver tous les replays de nos webinaires. Donc, on en a aujourd'hui plus d'une vingtaine. Et encore une fois, je vous invite à consulter le site du CNDB pour trouver tous les documents qui peuvent vous aider au quotidien en tant que professionnel. Cet événement, je finirai sur cette slide-là avant de passer la parole à nos professionnels, donc, qui est organisé par le Club Bouille au Bois. Donc, c'est un club gratuit à destination des maîtres d'œuvre
maître d'ouvrage convaincu par le matériau bois et également organisé par bois.com, le site de référence pour tout savoir sur le bois et ses usages à destination du particulier. Je vous inviterai à consulter ces sites si cela vous intéresse. Je vais donner tout de suite la parole donc, du coup, à nos 3 professionnels du jour pour qu'ils nous fassent part de leur retour d'expérience, en commençant par Mischa Witzmann, donc membre du club Houiller au bois, j'en parlais à l'instant, et donc du coup cofondateur de l'agence Caravitz. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction. Voilà, je m'appelle Mischa Witzmann, donc je suis co-gérant de l'agence Caravitz, donc une agence basée à Paris, fondée en 2006. Nous sommes actuellement à peu près, bon, plus ou moins ça change un peu, mais 8 collaborateurs. Et depuis la création de l'agence, on est toujours, ou même avant la création de l'agence, on était fasciné par le bois. Donc on aime construire avec le bois pour ses qualités constructives, et également pour ses qualités esthétiques et bien évidemment aussi pour ses qualités de construction durable. Donc on a fait nos études, bon ça fait un moment en fait, les années 90. Euh, Moi j'ai fait des études en Autriche, donc c'est un pays qui a une longue tradition de construction bois, mais même dans un pays comme l'Autriche, le bois c'était pas vraiment très développé. En fait, il y avait une longue histoire, longue tradition, mais la construction d'aujourd'hui, c'était pas forcément le bois. On parlait beaucoup à l'époque de verre, du métal, donc, et on avait ce qu'on appelait l'architecture high-tech. C'est ça qui intéressait les architectes et pas forcément la construction bois. Il y avait une seule région qui était un peu précurseur dans la construction bois, une région qui est devenue aujourd'hui assez connue, c'est la région du Vorarlberg, où il y avait un mouvement parmi les architectes de promouvoir le bois et de faire revivre un peu la tradition de construction bois. Et ça, c'était, on peut dire, un peu le début des mouvements bois d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un peu partout en Europe et dans le monde qu'on a redécouvert un peu le bois et les autres matériaux biosourcés, mais dont surtout le bois. Prochaine slide, voilà. Nous avons aussi, en fait, notre fascination du bois, c'est venu aussi par nos voyages. On a, à l'époque, beaucoup pendant les études, fait des voyages d'études et on a vu que partout dans le monde, on construit en bois. On a vu que c'est un matériau qu'on trouve facilement partout et qui est bien adapté aux différentes situations. Et surtout, toujours fasciné par cette esthétique du bois, qui est une esthétique pas forcément euh, très propre comme les esthétiques qu'on a aujourd'hui, industrielles, mais une esthétique qui vit aussi qui patine en fait, et qui vit avec les défauts du matériau. Prochaine slide. Euh, voilà, et en arrivant en France, on travaille en France, on nous disait souvent que la France n'est pas un pays de bois, donc il y a beaucoup de constructions en pierre. Ce qui est vrai, par contre, il y a quand même une grande partie en bois aussi. Il y a beaucoup de villes en colombage, il y a beaucoup de charpentes, euh, donc il y a quand même la construction bois qu'on voit un peu partout en France. Prochaine slide. Voilà, et donc en parlant du bois, aujourd'hui c'est un matériau dont on parle beaucoup, ça fait quasiment les unes des revues d'architecture quasiment toujours, et on pourrait avoir l'impression qu'on fait vraiment une grande partie de la construction en bois aujourd'hui, ce qui n'est pas réellement vrai quand on voit un peu les chiffres à droite, donc c'était en 2018, ça s'est peut-être un peu amélioré depuis, mais il y avait dans toute la France 6,3% des constructions de logements, en tout cas, mais c'est pareil pour toute la construction, ou même moins bien que pour toute la construction, en bois. Donc ça représente quand même une petite partie toujours aujourd'hui. Voilà, on parle tellement de bois que c'est très à la mode en fait de faire des tours en bois aujourd'hui. Il y a plein d'exemples partout en Europe. Et là, je trouve qu'on des fois on dépasse un peu les capacités du bois ici. Donc on peut très bien faire des tours, mais est-ce que c'est toujours raisonnable de les faire? Et est-ce que c'est pas un autre matériau qui s'est plus adapté des fois? Donc ça, c'est des questions qui se posent. Prochaine slide.
Voilà, donc le bois, revenir au bois, un matériau durable. Donc la durabilité, c'est un peu aujourd'hui un double sens du terme. Donc durable dans le sens du temps, donc de la tenue du matériau dans le temps, et aussi durable dans le sens environnemental. Et pour les deux questions, le bois est une bonne réponse. Euh, la, la durabilité dans le temps, en fait, le tenu dans le temps, c'est bien évidemment ça grise, hein, le bois ça grise, ça patine, mais si c'est bien employé, ça peut tenir très très longtemps. Comme on voit ici dans cet exemple de chalet, ça change l'esthétique, mais si c'est bien protégé, ça peut devenir, je sais pas quel âge a ce chalet-là, mais peut-être 500 ans. Donc ça tient aussi dans le temps sans problème. Prochain slide. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur les performances environnementales du bois, mais quand on voit le, le diagramme à gauche, en fait, le bois, ça consomme pas, ça dégage pas du CO2, mais c'est plutôt le contraire, ça peut stocker du CO2, donc c'est quelque chose qui devient très intéressant aujourd'hui. Et donc, avec l'emploi du bois, on peut réduire à la moitié quasiment en fait l'impact d'une construction. Prochain slide. Voilà. Donc, comme je disais, en fait, ça, c'est deux photos qui démontrent un peu l'origine naturelle du bois. Donc, aujourd'hui, on construit avec le bois comme un produit industriel, mais à la base, c'est pas un produit industriel. Et c'est ça qui crée aujourd'hui des fois un peu les conflits entre les exigences de performance, je dirais, un peu imposées par les assurances et par la façon de voir les choses aujourd'hui, et l'aspect naturel du bois, qu'on peut très bien découper en planches, mais ça reste un matériau naturel qui n'est pas homogène et qui a ses défauts. Et donc je pense euh, vivre avec ses défauts et accepter ses défauts, ça fait aussi partie du fait qu'on peut accepter et vivre avec le bois. Voilà, donc il y a différentes façons de faire du bois, qui est un produit naturel, un produit industriel. Donc là, c'est différents produits industrialisés à base de fibres de bois, les panneaux fibres de bois en haut à gauche, les poutrelles en I en bois. On essaie de leur donner une caractéristique toujours homogène et pareille pour les calculer plus facilement pour des ingénieurs. Tout est procédé de bois pour différentes couches de bois en façade pour la construction bois. Et à droite, les panneaux CLT pour homogénéiser aussi un mur en bois. Voilà, pour revenir au bardage, donc euh, aujourd'hui, les communes n'ont plus le droit d'interdire le bardage. Euh, donc on voit de plus en plus des bardages, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours fait sans problème. C'est vrai qu'on ressent beaucoup moins de réticence au bardage bois aujourd'hui par les mairies, par les communes, mais c'est pas toujours facile. On a souvent peur en fait que le bardage bois, ça donne une image un peu euh, pas très qualitatif, et on a peur des modifications de façade, du grisonnement des façades. Et à part les peurs au niveau esthétique, en fait, il y a aussi la crainte que le bois brûle. Et donc ça, c'est des grands problèmes aujourd'hui, ou des choses où il faut rassurer les maîtres d'ouvrage, il faut rassurer les communes que le bois, ça peut être, à façade aussi, ça peut être traité d'une façon très esthétique, et même en vivant avec le changement esthétique, le grisonnement de la façade, ça peut donner quelque chose de très bien. Ici, il y a des mauvais exemples. On va voir dans les prochaines slides, en fait, des exemples, comment on peut faire un peu mieux. Ici encore les exemples du Vorarlberg. Donc une fois un exemple d'une construction très récente, moderne, aujourd'hui à gauche, un exemple d'une construction traditionnelle à droite. Dans les deux cas, le bois a grisé, et je trouve que dans les deux cas, le résultat esthétique, même sur le long terme, ça reste très intéressant. Voilà d'autres exemples de construction aujourd'hui, et un peu les limites du bois aujourd'hui. Donc, ce qui rend le bois particulièrement intéressant aujourd'hui par rapport aux autres matériaux biosourcés, c'est que
C'est un matériau qui est très développé en fait, qui déjà industrialisé, qu'on peut transporter, qu'on peut préfabriquer. Donc c'est très développé par rapport aux autres matériaux biosourcés comme la paille ou géosourcés comme la terre. C'est vraiment un matériau qui nous permet aujourd'hui de faire plein de choses et qui est très réaliste et pas trop cher. Et donc voilà, un matériau qui fonctionne aujourd'hui. Voilà pour venir un peu à nos constructions. Donc là, c'est des exemples surtout de maisons individuelles, mais aussi de logements collectifs. Comment on peut traiter le bardage de sorte que il y a une image qui est satisfaisante même sur le long terme. Et souvent, ce qui dérange les gens, les communes, c'est les taches sur les façades, la façade qui est exposée d'une façon non homogène et donc ça crée des taches aux différents endroits. Et c'est souvent ça qui n'est pas très beau. Et nous, dans nos projets, c'est pour ça qu'on crée des projets en fait où on évite d'avoir trop d'excroissance en façade. Aussi, s'il y a des excroissances ou des parties un peu plus couvertes que d'autres, on essaie de le faire d'une façon un peu homogénéisée sur une même façade. Ici, sur cet exemple, par exemple, on voit que sous ce beau window qui sort de la façade, on a laissé la fenêtre, un vitrage en dessous, de sorte que cet endroit-là, il n'y a pas de bois et qui pourrait griser d'une autre façon que tout le reste de la façade. Donc tout le reste, ça reste exposé de la même façon. Si on n'avait pas fait ça, on aurait eu une tache grise sous le beau window. Voilà, ça c'est une façon de le traiter. Une autre façon, c'est faire carrément un traitement de la façade. Dans ce cas-là, c'est une maison individuelle dans les Yvelines. Il y a un pré-grisalement de bardage en façade avec une huile. euh, Ce qui peut être assez intéressant des fois pour éviter un différent grisaillement sur les différents endroits. Ici, par exemple, on a beaucoup de surface en sous-face de la maison aussi. Et ces sous-faces garderaient leur couleur bois, alors que les façades exposées aux intempéries seraient gris. Et pour garder la même apparence partout, ici on a travaillé avec un pré-grisaillement. Voilà, on peut avancer. Voilà, ça c'est la sous-face. Donc aujourd'hui, la maison a 7 ans et on voit pas de différence entre les façades et la sous-face de la maison grâce à ce traitement en huile du bardage. Voilà, un autre exemple de traitement de la façade. Ici, c'est une huile également, mais traitée en noir. Et pareil, on voit jusqu'aujourd'hui, ça a déjà 5-6 ans, la maison, on voit pas de différence en façade. Donc ça vit très très bien. Un autre exemple d'une maison dans le 92, où on n'a pas fait de traitement. Et donc là, on accepte que le bois grise. Par contre, vous voyez en façade, c'est des façades très lisses. Il y a rien qui dépasse en façade, donc ça va griser d'une façon très homogène. Et nous, ça ne nous dérange pas. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais en tout cas, il n'y aura pas de taches, pas beaucoup de différence de couleur sur ces façades. Donc ça va griser hein, d'une façon homogène. Et ici également, en fait, au niveau de l'entrée, pareil, là on a la casquette, on fait attention qu'il n'y ait pas de bois en dessous, parce que cette zone-là, si on avait du bois sous cette casquette, ça griserait d'une autre façon que tout le reste. Voilà un autre exemple de logement collectif à Paris. On a travaillé aussi avec une façade en bois. Donc la façade bois, le bardage bois, c'est possible aussi dans un contexte urbain. Là aussi, c'était la discussion avec la ville, avec la commune du 10e arrondissement de Paris. Comment on traite la façade? Parce que pareil, la ville avait peur de voir une façade qui grise d'une façon pas très homogène et avait peur de cet effet esthétique. Là, c'est pareil, la façade a une dizaine d'années, ça reste très homogène. Voilà, ça c'est le résultat d'aujourd'hui. Un autre exemple d'un projet dans les Yvelines où on a blanchi la façade, donc il y a un traitement avec de l'huile, avec une façade légèrement blanchie, et aussi un projet qui fait attention qu'il n'y a pas trop d'excroissance en façade, de sorte que ça vit d'une façon homogène.
Voilà, et juste pour terminer, un projet qu'on avait fait en Afrique aussi avec des bardages bois, avec des bambous en façade. Donc ça, c'est un projet qui n'est pas encore réalisé. Juste pour montrer que le bardage, ça marche un peu partout dans le monde. Et voilà, ça se fait partout. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Micha. Donc, on vous laisse poser vos questions directement dans le chat si vous en avez. Et puis, on y répondra à la fin du webinaire, à la fin des 3 interventions. On va donner tout de suite la parole à Simon Letendu pour son intervention. Bonjour à tous, merci pour l'invitation du CNDB. Donc, je vais vous parler d'un seul retour d'expérience. C'est sur mon premier projet qui se trouve dans le sud de la Manche, à Saint-Père-sur-Mer. Et donc, comme vous le voyez, c'est un projet qui se trouve dans un environnement plutôt hostile, puisqu'il y a une atmosphère marine agressive. La plage est à 2 maisons du projet. Donc, on voit surtout du zinc, en fait. Donc, c'est une enveloppe extérieure qui est protectrice. Et les pièces habitées sont, elles, beaucoup plus chaudes, avec une présence du bois qui est beaucoup plus importante. Et on a considéré pour ce projet que le jardin était finalement la pièce centrale de la résidence principale et de la maison d'hôte. Le jardin qui a une présence très discrète depuis la rue, on l'aperçoit un tout petit peu au travers d'un baraudage en mélèze à claire-voie. Et donc ensuite on rentre dans cette maison par un porche où tout d'un coup on est saisi par le platelage en châtaignier, le bardage en mélèze à claire-voie et puis aussi l'habillage du plafond du porche en volige de mélèze. Et donc quand on rentre, on découvre un jardin intérieur dont on peut faire le tour à l'abri des débords de toiture et sur un platelage en châtaignier qui a une surface d'environ 50 mètres carrés. Alors, le contexte de mise en œuvre est assez important. Je vous ai parlé de l'humidité qui est très fréquente en bord de mer en Normandie. Donc, on a choisi une classe d'emploi de 4 plutôt que 3-2, parce que la 3-2 était plutôt adaptée à des endroits où l'humidité ne serait pas continue. Et donc là, on a considéré que c'était quasi continu en fait sur des longues périodes de l'année. Donc, on a retenu une classe 4 donc qui correspond à un usage pour l'extérieur en contact avec le sol ou support à humidification récurrente. Donc le châtaignier atteint cette classe naturellement, sans traitement, comme le chêne ou le robinier, et aussi comme des bois exotiques, mais on a préféré recourir à une essence locale. Donc pour le contexte de mise en œuvre aussi, ce qui était important, c'était le débord de toiture qui protège presque toutes les parties en plage, à l'exception d'une petite terrasse au sud et d'un débord du platelage devant l'entrée qui marque un seuil presque comme un tapis d'entrée. Et donc ce platelage il est posé sur des lambourdes en bois, sur des plots béton ponctuels, au-dessus d'un sol qui est sableux puisque c'était des dunes. Et donc ça permet aussi de limiter la rétention d'humidité sous le platelage. On a eu une vigilance particulière aussi par rapport au zinc parce que le châtaignier ne doit pas être ni au contact ni au-dessus du zinc pour ne pas dégrader le matériau. Donc là, le zinc est seulement en dessous du bardage. Donc on voit aussi ici le principe des rivières de galets qui limitent le rejaillissement des débords de toiture, donc, qui sont des débords de faible surface, et quand la surface est plus importante, on a prévu un jet d'eau aussi. Donc toujours dans l'idée de protéger le bois pour lui conférer une plus grande durabilité. Donc le châtaignier aussi, c'était retenu parce que c'est un platelage qui est très peu glissant. Et dans ce projet, de part et d'autre du jardin, on a un escalier et des pas d'âne. Donc il ne fallait surtout pas que le bois soit glissant. Donc en fait, grâce au châtaignier, on a pu aussi éviter de rainurer
les planches, comme on le voit très souvent sur les terrasses en bois. Et on trouvait que ça banalisait un petit peu le bois, que ça respectait pas tout à fait son caractère. Et donc, grâce au châtaignier, finalement, c'était pas nécessaire. Et on a aussi joué sur des différences d'épaisseur de planche légèrement différentes de quelques millimètres pour que le caractère antidérapant naturel du châtaignier soit renforcé par ce léger relief. Donc le bois aussi, c'est par rapport à un aspect sensible, bien sûr, puisque c'est une maison de bord de mer. L'idée, c'est de pouvoir aller de la plage à la maison pieds nus. Et donc, bien sûr, qu'il fasse froid ou chaud, euh, le platelage en bois reste toujours à une température douce et sensiblement, ça reste un matériau agréable qui a fait une différence aussi importante par rapport aux terrasses qui auraient pu être minérales. Et puis même dans la perception d'espace, en fait, c'était assez intéressant parce qu'on a beaucoup de parquets à l'intérieur des pièces principales qui sont organisées tout autour de ce jardin. Et donc finalement, le plaquelage en châtaignier permettait une continuité du matériau bois vers l'extérieur et permettait aussi de considérer encore plus facilement le jardin comme la pièce principale de la maison. Donc le bois est présent un peu partout aussi à l'intérieur, bien sûr. Donc sur les menuiseries extérieures, en parquet, en panneaux de façade de placard, cuisine. C'est aussi isolé en laine de bois et en autre isolant biosourcé. Donc il y a une part du bois qui est très importante et finalement ce premier projet m'a aussi ouvert, alors que c'était pas mon inclinaison initiale, vers les matériaux biosourcés et surtout le bois. Toutes les échelles, donc par exemple ici c'est pour un tout petit projet à Puteaux où finalement le bois est pensé comme le matériau qui permet à la fois de construire avec légèreté et confortablement sous les toits. Donc notamment par rapport à des questions de perspirance ou de déphasage pour les isolants en laine de bois. Le bois aussi qui est pensé dans une famille de matériaux perspirants avec la terre crue, la chaux et donc les autres matériaux biosourcés. Donc ici, c'est dans le cas de la restauration d'un bâtiment agricole qui est tombé en ruine. Donc le bois aussi pensé sous différentes mises en œuvre. Donc là, c'est un projet de restauration d'une ancienne ferme où on va intervenir avec des reprises de charpente traditionnelles en chêne et puis aussi avec une intervention plus contemporaine en muro-ossature bois. Et avec aussi le détournement d'éléments de charpente en bois qui ne sont plus propres à leur destination, plutôt pour débardage dans des situations qui sont peu contraignantes, ou alors pour des aménagements paysagers. On va aussi utiliser des arbres du site pour s'en servir comme poteaux. Donc on questionne petit à petit. Donc là, c'est sur l'échelle d'un terrain de 5000 m², la ressource du bois. Et donc ça fait écho aussi à des projets d'urbanisme. Donc ici, c'est par exemple un concours Europan à Moulins, où finalement le territoire est interrogé par rapport aux ressources qu'il peut générer. Donc pour la question du bois, c'était par rapport au développement de la forêt alluviale, du bocage du Bourbonnais, à l'agroforesterie et puis à sa transformation en bois énergie, en bois d'œuvre et puis en panneaux transformés. Donc pour essayer de penser un écosystème local autour du bois. Donc voilà, c'est finalement un premier projet qui ouvre beaucoup de pistes de réflexion. Merci beaucoup Simon. Pareil, donc on collecte vos questions et puis on y répondra tout à l'heure. On va juste terminer la présentation par celle de Sandra. Moi, je vais vous parler du bardage bois au travers 3 projets qu'on a livrés. Les questionnements quand on fait du bardage bois, c'est la question du traitement, la question du calpinage et des joints, et puis la question aussi de l'essence du bois. Ce sont ces 3 combos-là qui font que nous, on essaie de travailler un peu dans tous ces états.
Si on ne remplit pas, si ça ne coche pas toutes les cases, ces 3 cases-là, en général, j'évite de proposer du bardage bois. Alors, OK. Là, je vais vous présenter rapidement les 13 maisons en bois paille qu'on a livrées il y a 4 ans maintenant. Et c'est un exemple, c'est un cas d'école, si vous voulez, parce que, bon, mis à part le fait que nous, on essaie de mettre du bardage bois, pas forcément quand c'est construit en bois, hein. Je vais vous présenter un projet qui est construit en béton et on l'a mis en vêture pure et dure sur le bois. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une question récurrente dans le sens où la construction bois, heureusement, commence à prendre de plus en plus de place. Et du coup, la question du bardage bois, de fait, quand vous construisez en mur à ossature bois ou en FOB à façade ossature bois, isolant par extérieur, gondole, les enduits qui prennent mal le second. Quand on veut faire de la construction bois, le bardage bois devient hyper présent et même problématique parce qu'on ne sait plus trop comment le tourner à toutes ces sauces. Alors, ce que l'on voit sur mon écran, là, c'est qu'il y a une maison, on avait un budget hyper low cost à l'époque parce qu'on avait tout mis dans l'ossature. C'est du logement social. Et du coup, il fallait utiliser un bois qui ne soit pas trop cher. Donc là, on est sur du sapin basique. Le sapin qui, normalement, si vous ne le traitez pas, moisit et du coup, de fait, doit avoir un traitement soit autoclave, donc qui est un peu chimique, soit par traitement saturateur, huilé, ce que vous voulez, et puis une peinture filmogène. Donc, c'est le choix qu'on a fait, nous, c'est de faire un filmogène blanc sur les maisons blanches, un autoclave sur le pain que vous voyez, la maison centrale, et puis ce qui ressemble à du bois brûlé, mais qui ne l'est pas, c'est un saturateur. C'est le saturateur de chez Cetol de Seekens. On a mis 3 couches. Le nombre de couches est important aussi. Et ce saturateur-là, bah, le bois, effectivement, il bouge. Hein, de toute façon, à terme, n'importe quel bois est destiné à perdre son traitement et de fait à griser. Ça s'en va par de la poudre et non pas par auréole, contrairement à du thermo chauffé, etc. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, moi, utiliser ce saturateur-là. J'ai vu que chaque architecte avait son traitement un peu favori. Miska, c'était plutôt l'huile. Nous, c'est plutôt du saturateur. Quand on voit que ça fonctionne, on est content et on le réutilise. Et puis, vous voyez la question des joints aussi. On ne sait jamais comment ça va vraiment réagir en vrai. Des fois, nous, on laisse nos échantillons dehors et puis on les laisse vieillir 4-5 mois quand on a des mecs qui viennent nous présenter leurs échantillons. Là, en temps réel, j'ai proposé qu'on fasse des coups de scie un peu partout, qui nous a aussi permis de jouer avec des modèles nature et de dessiner la façade. Ces coups de scie-là aussi me donnaient l'assurance que je n'allais pas forcément avoir des grosses coulures de haut en bas sur une façade. Donc, ça a été une des raisons aussi pour lesquelles vous voyez un petit peu ces coups de scie. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais les lattes, elles sont décalées d'un étage à l'autre aussi. Et puis, le bardage, ça c'est mon avis personnel, quand on joue que sur les largeurs hyper standards là, de 10 par 10 et qu'on les met côte à côte, on est un peu sur une connotation qui est un peu passée de mode. Et du coup, on essaye toujours de travailler le calpinage avec 2-3 largeurs différentes et toujours avec des contraintes de prix. Parce que là, on est dans du marché public, je le rappelle, logement social. Et du coup, je n'ai pas forcément les mêmes amplitudes à proposer un très, très beau bardage à claire-voie, comme on a pu voir chez mes 2 confrères précédemment. Et là, il a fallu bosser avec ça. Alors, je vous ai montré volontairement des photos de chantier. C'était en phase chantier, parce que ce n'est pas magique, le filmogène. Ce que vous voyez en blanc, quand je dis filmogène, ça veut dire que ça recouvre le bois et qu'on ne voit plus la veine. Donc ça, moi, ça me gêne un peu, mais comme on voulait avoir une maison blanche, on a plus travaillé sur le calpinage sur le noir, qui venait faire un graphisme, plutôt que sur le blanc. Budget à 1 450 € du mètre carré chade en paille, donc c'était un vrai challenge. Il a fallu trouver plein d'astuces de préfabrication, bosser avec les charpentiers, etc. Et au début, quand on a posé les lattes, j'ai eu, vous voyez, c'est parti comme de la peau qui pèle. J'ai commencé à flipper parce que je me suis dit, oh là là, si c'est comme ça, dans 3 ans, ça va être un carnage. J'avais vendu ça au maître d'ouvrage en disant que ça allait durer. Les mecs qui viennent vous vendre leur saturateur recouvrant, ils vous disent que ça dure 5 à 10 ans. Et en fait, on n'a jamais su ce qui s'est passé. On a dû démonter toutes les lattes qui avaient, dès le début, il y avait le symptôme qui est apparu.
Et en fait, on est repassé, donc là, ça fait 5 ans, ouais, ça fait 5 ans que c'est livré et ça n'a pas bougé. Donc, comme quoi, des fois, il ne faut pas perdre espoir. Des fois, il y a des problématiques juste de mise en œuvre très localisées, mais en soi, là, vous aviez le décollement, puis là, sur le noir, il y avait de la sève qui avait coulé, et voilà, on a laissé vivre le bâtiment comme ça, avec cette sève. Donc, le bâtiment, le bardage, ça reste du vivant, il faut l'accepter, quoi. Là, c'est un deuxième projet qu'on a livré, qui est aussi en paille, parce que, enfin, mur à ossature et isolation paille, mais je vais plutôt me concentrer sur le bardage bois plutôt que la paille, sur ce deuxième projet-là, qui est à plus grosse échelle, qui est à Paris. Alors, la grande crainte de la ville de Paris Habitat, c'est avec Paris Habitat, c'est des logements pour le coup, c'est une réhabilitation. On a gardé le squelette béton et on est venu rhabiller ça en paille. C'était de dire, à Paris, nous, on ne veut pas que ça grise. Donc, pareil, rebelote, on a trouvé des astuces. Encore une fois, le calpinage, il est essentiel pour essayer de sortir le bardage un peu de ces standards comme on l'a connu dans les années 2000, dans les années 90, d'arriver à le calpiner, à essayer de trouver aussi, vous voyez, des découpes régulières. Et je vous montre volontairement, et je vous donne, c'est une problématique que j'ai eue sur le chantier. Là, on est en mélèze. Et le mélèze, en fait, si vous voulez, il est imputrescible par définition. Donc, c'est un bois que celui-ci, pour le coup, contrairement aux maisons en paille que je vous ai montré, si je ne l'avais pas traité, il aurait pu vieillir comme ça et griser. Et puis, avec les couvertines, on aurait eu la décoloration en pied et pas au-dessus. Bon, voilà. Si on l'avait laissé naturel comme ce que n'importe quel archi aurait voulu, ça aurait été clairement mieux. Le problème, c'est qu'il faut être dans un climat… moi, je suis savoyarde, je viens d'Annecy, donc le bois, les maisons bois, les chalets bois, je les regarde tout le temps et je me dis pourquoi sur les pistes de ski en Savoie, ça marche nickel, et pourquoi pas à Paris? Et déjà parce qu'en montagne, il fait un climat sec. Quand vous le mettez en bord de mer, vous avez le vent. Donc, vous avez les éléments naturels qui vous aident à le faire griser. On vous dit toujours, le bois, il faut le laisser griser, c'est beau, ça devient argenté. Ouais, ça devient argenté en montagne, et puis au bord de la mer, quoi, quand vous avez vraiment les éléments qui se mettent dessus. Et là, on est à Paris, et il faut réussir à essayer de trouver des astuces. Et nos astuces à nous, c'est encore une fois, je donne mon secret, le saturateur. J'ai pas de part chez Setol, chez Seekens, pardon. Mais en tout cas, ce saturateur-là, je l'ai découvert avec un bardeur avec qui on bosse tout le temps, qui m'a fait tous les bardages. Là, les 3 projets, c'est le même bardeur. Et du coup, c'est grâce à lui que j'ai découvert ça. J'ai découvert aussi que c'est un produit… Alors là, je vous montre la paille. C'était les murs qui étaient en construction paille. J'ai découvert un produit qui vit bien les climats, qui passe bien les expositions. Au sud, vous avez de fait toujours une décoloration qui est plus forte, c'est un fait, mais qui reste uniforme. Ça, c'est la façade sud que vous voyez là. Après, vous voyez là, j'ai mis la photo de chantier à droite. Là, vous voyez les épines et le bardage, ils ne touchent jamais la bavette, quoi. Et ça c'est un truc aussi, mais les bardeurs, ils le savent maintenant. Si vous parlez avec un bon bardeur, il vous dira qu'il faut toujours soulever votre bois et qu'il n'y ait jamais de capillarité. Ça, c'est aussi la règle d'or du bois. Et le problème du bois, c'est quoi? C'est capillarité, c'est rejaillissement de la flotte, donc comment vous traitez vos pieds. Et là, je le sais, c'est un fait. Les couvertines qu'on a mises, à la fois, ça protège, mais à la fois, elles vont venir jouer contre nous dans le temps. Donc là, pendant 5 ans, je sais que qu'on va être serein parce qu'on a mis les 3 couches qu'il faut. Mais je sais que dans 10 ans, je sais que dans 10 ans, il faudra reparler éventuellement d'une repeinture par-dessus. Contrairement à du bondex qu'on met chez moi à Annecy, où les mecs, tous les 3-4 ans, ils repeignent, et c'est parce que… et du coup, ça transforme le bois, quoi. Le bois devient un peu brillant, un peu plastifié. Il faut aimer ça aussi. Là, on voit que pendant le chantier, on était proche de l'artisanat. C'était quand même un projet de 3600 mètres carrés, et on avait ce côté artisanal, le chantier qui sent bon. C'est pour ça que je continue à l'explorer sous toutes ses formes, le bois, sous toutes ses façons de le calpiner et de le gérer, parce que quand vous êtes sur un chantier comme ça, avec ces odeurs, avec des mecs qui vous coupent tout sur mesure à la main, épine par épine, c'est un vrai bonheur, quoi. Que ce soit en bardage ou en construction bois, vous n'êtes plus du tout dans le même chantier. C'est une autre façon de construire. Voilà.
Et donc, ce bâtiment-là, vous voyez, il était une partie en bois et une partie en bardage Stovantec blanc. Je vous ai parlé de l'enduit tout à l'heure, de quand vous construisez en mur à ossature bois, on est un peu limité en finissant. Et le dernier projet que je vous présente, c'est, je vous ai dit tout à l'heure qu'on mettait, en tout cas, c'est chi, hein, on ne met pas du bois forcément sur des murs à ossature bois, là, on l'a mis sur du béton. Et en fait, on a joué pareil, comme les mêmes astuces. Hein. Après, il y a des choses qu'on aime bien répéter. Hein. Quand on est archi et qu'on voit qu'il y a un truc qui fonctionne, des fois, on essaie de le repasser d'un projet à l'autre. Et de nouveau, là, j'ai joué avec le même saturateur, le mélèze, toujours la question de l'essence. Le bardeur avec qui je bosse, je donne son nom, je l'adore, mais de toute façon, il s'appelle MCS. Et MCS, c'est lui qui m'a tout appris, c'est lui qui m'a expliqué comment on posait du bardage. Il m'a dit, son bardage, il le chopait dans les Vosgiens, donc il allait chercher dans les Vosges et il me disait, Sandra, moi, mon bardage, je le laisse sécher 3 semaines en atelier. Je ne pose jamais un bardage qui vient d'être découpé. Il est sec. Et quand, une fois qu'il est sec pendant au moins 3 semaines dans mon atelier, seulement à ce moment-là, je lui fous du saturateur. Donc, il faut aussi un bois qui est sec. C'est une des conditions, en tout cas, de ce qu'on voit avec lui. Je trouve que ça fonctionne merveilleusement bien et ça décolore vraiment très, très peu, quoi. Et puis après, on est venu jouer avec 2 teintes, ce qui fait ce petit pianotage-là. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on avait les façades au sud, le fait d'avoir déjà ce petit pianotage de teintes, ça ralentissait l'effet, la sensation de vieillissement. Quand vous avez quelque chose de très homogène et qui vieillit, vous voyez plus les auréoles. Voilà, c'était la dernière diapo. Voilà, donc c'était pour vous montrer au travers 3 exemples concrets qui ont déjà 5-6 ans que ça n'a pas bougé. Vous pouvez aller voir, celui-ci, il est à Montreuil, vous verrez aujourd'hui. Celui-là, on l'a livré en 2017, donc ça fait 5 ans. Et vous pourrez voir qu'il n'a pas bougé. Merci beaucoup en tout cas pour ces 3 belles interventions. Avant de lancer la phase questions-réponses, on voulait vous proposer une petite annonce inédite, encore une fois aujourd'hui, décidément il y en aura plusieurs. Vous allez recevoir d'ici quelques jours en fait une annonce particulière. Donc, à l'occasion de ce webinaire donc sur les bardages et terrasses, on voulait vous annoncer le lancement d'une nouvelle campagne de communication sur ces 2 produits bois, donc les bardages et les terrasses. Donc, c'est une campagne à l'initiative de LCB, donc le commerce du bois, et la FNB, la Fédération nationale du bois, financée par du coup France Bois Forêt. Donc, vous pouvez découvrir ici en avant-première l'identité de ces 2 campagnes de communication. Pour rentrer un peu plus en détail sur ces campagnes, donc elles sont bien distinctes. Il y en aura une dédiée 100% au bardage bois à destination de vous, professionnels, donc acteurs de la maîtrise d'ouvrage. Donc, vous allez avoir pas mal de contenus spécifiques. On parlera de plein de sujets différents, comme par exemple donc, des atouts écologiques de ces matériaux bois, hein, bien évidemment. On parlera de durabilité du bardage, de sa tenue au feu, des réglementations en vigueur, du crésaillement, des classes d'emploi, des différentes essences à utiliser, à respecter, la qualité des produits, la mixité des matériaux, les labels, la provenance des bois. Voilà, on parlera d'énormément de sujets parce qu'on sait que c'est un sujet qui vous intéresse tous, pour lesquels voilà, on a besoin d'avoir encore aujourd'hui beaucoup d'informations techniques à vous transmettre. Donc, on lance, en tout cas, le CNDB coordonne cette campagne de communication pour vous aider à comprendre plus ces produits bois. Donc, l'objectif vraiment, c'est de vous informer et de vous inspirer, de vous accompagner dans l'utilisation des bardages bois. Donc, son pendant, on aura également la campagne sur les terrasses bois, cette fois-ci à destination des particuliers, où encore une fois, l'objectif, c'est vraiment d'avoir du contenu pédagogique, donner toutes les bonnes pratiques aux particuliers pour bien poser sa terrasse. Donc là, on va vraiment inspirer et aussi faire appel à des professionnels qui nous donnent aussi leurs conseils sur comment choisir sa pose d'une terrasse, comment choisir un bon professionnel aussi, trouver toutes les bonnes astuces pour faire en sorte que sa terrasse tienne dans le temps, comment bien l'entretenir également. Donc, tous ces sujets-là, en tout cas, seront abordés à l'occasion de cette campagne de communication qui va commencer dès la semaine prochaine. On vous invite complètement du coup à suivre cette double campagne de communication. On parlera donc via 2 sites, donc materrassebois.fr et monbardagebois.fr. On est également présent sur les réseaux sociaux, donc on vous invite à suivre dès la semaine prochaine ces comptes ici, donc Instagram et LinkedIn pour les bardages et Instagram, Facebook pour la terrasse bois.
Et ensuite, donc, on a également un compte Pinterest, un compte YouTube. Donc voilà, pour résumer, vous allez retrouver beaucoup d'informations techniques sur ces deux produits-là tout au long de l'année. Voilà, en tout cas pour la petite annonce exclusivité en quelques mots. On va très vite maintenant revenir à notre sujet qui est la partie questions-réponses. On a noté beaucoup de questions dans le chat et je vais laisser tout de suite la parole à Chloé pour les prélever et les poser du coup à nos intervenants du jour. On aura également l'intervention de Gwenolé de Pifto qui permettra aussi d'apporter un regard externe. Chloé, je te laisse la main. Alors, bonjour à tous. Donc, on va commencer par une question pour Misha. Alors, la question est, quelle est la pérennité de tous ces traitements à l'huile? Oui, la pérennité. Donc on a pas les façades qu'on avait fait les plus anciennes ont maintenant 10 ans et je peux dire que ça reste très stable. Il y a des fois un peu quelques points, ça dépend du bois en dessous. En fait, des fois il y a un peu de euh, il y a des points, ça accroche un peu moins bien l'huile, mais c'est très ponctuel. Donc, dans l'ensemble, ça vit très bien. Après, je n'ai pas plus d'expérience là-dessus que 10 ans, on va dire. Je ne peux pas vous dire plus là-dessus, mais en fait, l'avantage de l'huile en pré-grisaillement, c'est un peu que euh, si jamais il y a une petite partie de l'huile qui couvre un peu moins bien le bois, c'est le bois lui-même en dessous qui grise également. Donc si on fait un pré-grisement avec de l'huile, même là où ça tient un peu moins bien l'huile, on voit pas trop la différence parce que là où ça tient pas, le bois va grisailler naturellement. Donc ça reste relativement homogène. Donc relativement, moi, je pense que c'est un très bon tenu dans le temps. Après, ça dépend des produits, éventuellement des fabricants. J'ai pas suffisamment de vue globale là-dessus pour pouvoir vous conseiller là-dessus. Mais avec l'huile qu'on a pris pour nos façades, on a fait des très bonnes expériences. Très bien, merci pour cette réponse. La deuxième question, encore sur l'huile que vous posez sur le bardage, c'est quel type d'huile posez-vous sur le bardage? Et serait-il possible de préciser le traitement par huile des bardages? Oui, en fait, les traitements que on a fait, c'était déjà des traitements proposés par les fabricants. Euh, on a travaillé avec un fabricant ce qui s'appelle LP Bois, par exemple, qui fait ce traitement en usine déjà, donc ça arrive comme ça sur chantier. Après, je ne peux pas vous dire exactement en quoi le consiste, donc c'est une huile avec des pigments à l'intérieur. Je ne peux pas vraiment vous dire plus là-dessus. Après, il y a d'autres fabricants, je pense que les procédés sont plus ou moins les mêmes. Voilà, et nous, on l'a pas fait sur le chantier, ça arrive comme ça déjà par les fabricants. Ok, très bien, merci. Encore une question pour vous. Pouvez-vous confirmer que l'on peut obtenir le grisaillement du bois de façon écologique, juste avec une huile, donc sans traitement chimique du bois? Voilà. Bah, l'huile, on va dire, c'est plutôt une solution là où on cherche vraiment l'homogénéité, même à des endroits qui sont plus couverts ou moins couverts que d'autres. Donc c'est une solution pour avoir une homogénéité et aider un peu le grisaillement naturel à être plus homogène. C'est vrai que nous, on préfère en général que ça grisaille naturellement. En fait, nous, on pense que le bois, c'est un matériau naturel. Donc, le grisaillement naturel, pour nous, est très bien et très beau. Donc, on préfère ne pas le traiter. Et donc, si on garde un bardage de bonne qualité, c'est exposé aux intempéries. Au fur et à mesure, ça va griser d'une façon homogène s'il n'y a pas trop d'excroissance en façade, donc si l'exposition est régulière. Et ça donne, selon moi, un grisaillement qui est assez esthétique. Et donc, à la base, il faut rien faire. En fait, le bois, ça grise tout seul. Et si on accepte ce grisaillement du bois, c'est la meilleure façon et la façon la plus écologique d'avoir une façade grise d'une façon homogène. Donc, voilà.
Je conseille toujours de ne rien faire, plutôt pas faire de traitement de façade. C'est la façon la plus simple et la plus écologique et souvent la plus esthétique aussi. Très bien, merci. Alors là, c'était une question, d'où provient le mélèze utilisé dans ce projet? On fait souvent du mélèze, donc quasiment tous les projets, je pense tous les projets que j'ai montrés, à part peut-être le projet à Paris, mais tout le reste c'était des façades en mélèze. C'est un bois qui n'est pas très cher, un bois qui est relativement agréable et bien pour les façades. Donc voilà, c'est un bois qu'on aime bien et qu'on prend souvent pour une question de prix ou de coût aussi, parce que c'est une façade qui n'est pas forcément très chère. Voilà. Merci Micha. Et puis la dernière question, pour le bardage blanchi par Micha dans les Yvelines, quelle essence de bois et quelle marque d'huile, s'il vous plaît? Mhm. Bon, là, l'exemple que j'avais montré, c'est pas encore réalisé, donc je peux pas vous répondre là-dessus. On aurait pris, je pense, ou oui, on prendrait également du mélèze avec un pré-huilage. J'ai pas encore de produit précis à vous donner là-dessus. Désolé. Merci. Nous allons passer à Simon Le Tendu. Quelques questions pour vous. Alors, quel est le bois des baies vitrées? Du mélèze aussi. Alors, nous restons dans le mélèze. Voilà, comme le bardage, les voliges d'habillage aussi des débords de toiture et du porche. Je vois qu'on demande s'il vient de Sibérie ou de France. Bon, la plupart viennent de Sibérie. Il y en a un petit peu qui est produit en France, dans le Massif central au moins. Mais oui, ça interroge. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, pour le bardage, dans la situation protégée, comme pour les habillages de surface, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais plutôt mis du Douglas, qui vient beaucoup plus facilement de France plutôt que de Sibérie. Très bien, merci. Alors, encore une autre question pour vous. Comment gérer le bardage qui se retourne en toiture pour qu'il vieillisse de manière homogène par rapport aux façades? On parle de mon projet, c'est ça? Alors, Parce que oui, c'était un oui. bardage en zinc, alors c'est un petit peu Alors, on le parle. cadre du CNDB. Ou pour le zinc, si c'était la question, en fait, ce qui est important, c'est qu'il reste exposé à la pluie dans le cas d'une atmosphère agressive. Et là, c'était un zinc pré-patiné aussi, donc ça permettait d'avoir un pré-vieillissement aussi, comme on pré-vieillit le bois, homogène, autant sur le bardage qu'en toiture. Mais je crois qu'on est un petit peu à côté du sujet bois d'aujourd'hui. Merci. Alors, encore une question technique au sujet de la terrasse bois. Comment penser la ventilation? Bon, c'est assez simple, les planches ne sont pas jointives. Donc l'air est pris aussi sur le côté, donc voilà, ça respire assez bien. Mais c'est une question qui est intéressante. On a eu un problème, par exemple, sur les habillages de surface en toiture, qui étaient à l'origine en panneaux 3 plis mélèze. Et il y avait des ventilations, et pourtant il y a eu un développement de champignons qui nous a surpris. Donc l'atmosphère était vraiment très humide aussi. Et finalement, on n'a pas eu ce problème avec des voliges toutes simples en mélèze aussi, qui ne sont pas jointives elles non plus. Donc les voliges comme la terrasse sont ventilés et l'ensemble permet de mieux conserver le bois, en effet. Merci, Simon, pour toutes ces réponses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous allons passer à Sandra. Nous avons quelques questions pour vous. Oui. Alors, la première question, Caméra. c'est pour les maisons bois et paille. Le Ouais. bardage est-il raboté ou brut de sillage? Raboté, classique. On est sur du bardage, tout ce qui est de plus classique. Premier prix, entrée de gamme. Très bien, merci. Juste pour information, on ne voit pas votre caméra, mais ce n'est pas Oui, grave, parce on vous entend que très vous bien. ne donnez pas l'autorisation. Depuis tout à l'heure, j'essaie de la reconnecter. Alors, on va régler ça tout de suite. Alors, votre prochaine question, maison noire et blanche de Sandra.
Le traitement pelliculaire qui s'est décollé à la pose, vous avez juste remplacé les lames qui ont posé problème tout de suite et les autres se sont bien comportés par la suite? Ouais, c'était un défaut, je pense, de pose, de pose en atelier. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais il s'avère que ouais, ça tient le coup en tout cas. C'était un sacré pari parce que quand vous voyez ça dès la première semaine, vous vous demandez dans quoi vous vous embarquez, quoi. Et en fait, le bardeur nous a assuré que ça allait bien se passer, qu'il allait remplacer toutes les lattes. Peut-être que le bois n'était pas assez sec, encore une fois, cette histoire de bois pas assez séché. C'était peut-être ça, mais il s'avère que là, ça tient vachement bien. Ça ne s'est toujours pas décollé. Par contre, quand ça va se décoller, ça sera des copeaux de peau qui pèlent. C'est tout le problème de ces traitements-là, que je ne mettrai peut-être plus d'ailleurs, pour le coup. Merci beaucoup. Alors, encore une question, donc je ne sais pas à qui vraiment elle est adressée, mais je pense à vous trois. Sujet des clous ou vis. La qualité des inox est-elle homogène chez les différents fabricants? Merci de vos retours d'expérience. Moi, ça n'a pas bougé. C'est nickel. L'inox, il a pas noirci autour du bois, personnellement, de ce que j'ai pu voir. Bah, nous, en fonction des charpentiers, ils travaillent avec des clous ou avec des vis, mais toujours en inox. Si c'est en inox, ça bouge pas. Et clous, vis, nos bardages cloués, ça tient, et nos bardages vissés, ça tient également. Les vis, ça tient peut-être un peu mieux quand le bois bouge, travaille un peu. Sur le long terme, ça les fixe encore mieux la lame. Et je pense que c'est un peu plus de travail et un peu plus cher théoriquement de le faire comme ça. Et pour l'inox, il y a différentes nuances, donc il faut être assez vigilant, notamment par rapport au caractère plus ou moins agressif de l'atmosphère. Il me semble qu'en milieu marin, c'était la nuance 316L, mais ça reste à vérifier. Très bien, alors merci pour toutes ces questions. On a une question un peu plus générale aussi. Et les terrasses éphémères des restaurants et des cafés parisiens? Ah. Si c'est éphémère, on le prend écolo et sans traitement. Hein, et il ne faut pas s'embêter à le traiter dans ces cas-là. Le traitement, c'est vraiment pour que ça dure. Il y a une question tout à l'heure sur est-ce que c'est écolo, votre traitement pour le huilage, etc. Il faut partir du principe qu'on peut pas, on peut pas toujours être 100% au top, 100% écolo et 100% durable. C'est déjà pas mal des fois de mettre du bardage bois, même s'il a un peu d'autoclave dedans, ou même s'il a de l'huile. Quand il faut que ça dure, ça c'est mon avis, hein, il faut quand même être un peu responsable de ce qu'on fait aussi et utiliser les moyens qu'on nous met à disposition et pas forcément condamner que certains traitements. Et par contre, quand c'est éphémère, c'est cool, il faut y aller. Moi, je pense qu'il faut y aller à fond sans traitement, puisque ça s'en va après, donc il n'y a pas de question de vieillissement. Alors, Sandra, justement, il y a une question pour vous. Vous dites que vous n'utilisez plus de traitement pelliculaire aujourd'hui. Cela veut-il dire renoncer à un bardage blanc ou voyez-vous des possibilités de traitement clair du bois? Je rappellerai Micha en off quand il aura la marque de son huile, là, c'est super beau, la très très belle référence du bardage blanc. Là, c'est pour ça que tu as eu plein de questions dessus, parce que j'ai cherché un produit comme ça, moi, ça m'intéresse. Le côté filmogène me dérange vachement. Mais je voulais du blanc parce que je voulais quelque chose de simple. Donc, vu qu'il y avait 3 couleurs, il me fallait des couleurs franches, quoi. Enfin, c'était un choix d'archi. Mais c'est vrai que, à part la référence de Nisha et après ce que nous, on a fait en filmogène, je ne vois pas trop d'autres produits. Et même l'huile blanchissante, ouais, ça m'intéresse. Je ne la connaissais pas. J'ai appris un truc là aujourd'hui. Et puis, nous avons une dernière question pour Sandra. Avez-vous dû développer un PV-feu pour les épines fixées sur le bardage existant du projet présenté? Alors, le bardage n'était pas existant. Hein. C'est nous qui avons dessiné le bardage et il était neuf, hein, pour la réhabilitation. La réhabilitation, c'était que le squelette en béton qu'on a gardé. Il n'y a pas eu de PV-feu. Le PV-feu, quand vous faites référence au PV-feu, c'est par rapport à la famille du bâtiment. On était en 2e famille. Donc déjà, ça m'a permis de ne pas avoir cette chose-là à gérer. Mais je trouve que c'est une très bonne question parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Mais la réglementation et les bureaux de contrôle
Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, que ce soit pour le bardage bois, quand on les met en troisième famille et en grande hauteur, quand on a des problèmes d'IT 249 à gérer, donc, et la masse combustible. Donc, c'est une vraie question. Il y a des traitements spéciaux. Vous vous souvenez, par un moment, on mettait des produits coupe-feu sur les bardages, ça coûtait une fortune, et du coup, ça perdait aussi en pertinence. Autant mettre un autre matériau si c'était pour que c'est le même prix que du métal ou du zinc, quoi, en façade. Donc, ouais, non, on n'a pas eu ça, mais on l'a déjà eu sur des immeubles de plus grande hauteur. Ouais. Et ça nous aurait bien enquiquiné d'ailleurs. On n'aurait peut-être pas eu la même teinte. Merci. Alors, plusieurs personnes nous donnent des conseils, dont Marie Boiseau, Hervé. Alors, il y a une question de Frédéric. Bonjour, y a-t-il des règles de recoupement précises des façades à l'aide de bandeaux et couvertines, par exemple? Cela peut être pour gérer les ruissellements lors d'intempéries et donc le vieillissement plus homogène. Alors, il y a des règles de recoupement par niveau sur des bâtiments de plusieurs niveaux. Aujourd'hui, il faut le recouper à chaque étage, en fait, avec une pavette bien, avec un dépassement bien précis. Et là, on n'a pas trop le choix sur des bâtiments de plusieurs niveaux. Ouais, et je vais compléter la réponse. C'est ce que je disais tout à l'heure, que la bavette, c'est l'ennemi, ça peut être ton meilleur ami ou ton ennemi juré, dans le sens où il te protège à la tête, mais par contre, tu te le prends en pleine face en rejaillissement de ruissellement de la pluie. Donc, ce qu'on essaie de gérer par le haut, on se le reprend après plein pot par le bas. Donc, pour moi, ce n'est pas la profondeur de la bavette ou la retombée de la bavette, c'est plutôt le décollement vis-à-vis de cette bavette qui est important. Mm. De 2 à 4 cm, c'est le top. Ouais. Après, moi, la bavette, elle m'énerve un peu parce que des fois, elle est d'un point de vue archi, elle est hyper puissante, quoi. Donc, des fois, on n'en a pas forcément envie à cet endroit-là. Donc, on essaie toujours de contourner le DTU construction bois ou bardage en fonction des hauteurs et de la famille. Parce que des fois, les bureaux de contrôle ont une tendance à outrepasser parce qu'ils ne sont pas hyper bien formés, hein. Il y a un problème sur de moins en moins, hein. Donc, quand on a commencé on avait des bureaux de contrôle qui faisaient que du béton. Et je peux vous dire que des bêtises, on en entend faire l'arigot dans les rapports, on lisait des trucs, donc il fallait toujours être super vigilant. Les archis étaient mieux formés que les ingénieurs bureaux de contrôle, donc ça, c'était super compliqué. Et moi, j'ai passé 6-7 ans à me battre tout le temps contre des RICT et des avis de bureau de contrôle qui étaient je ne connais pas, donc je refuse. Et ça valait pour la construction bois, pour la construction paille, pour le bardage bois, enfin, ça allait super loin. Aujourd'hui, ça évolue, et en même temps, on évolue sans évoluer, puisque il y a des nouvelles réglementations qui sont encore plus contraignantes qu'avant. Et notamment, je fais référence à l'avis de préfecture de police de Paris qui oblige d'encapsuler dans les ERP la totalité du bois. On ne pourra plus avoir du bois apparent, ou sinon il faut du sprinklage partout. Donc en fait, on avance toujours un peu à reculons depuis 10 ans. Et puis je fais un petit aparté sur le mélèze où il y a un problème le mélèze vient de Sibérie. La guerre en Ukraine, c'est un carnage. Et nous, en ce moment, on avait décrit tous nos projets en mélèze parce que, comme tu disais, Michel, c'est un bois qui coûte pas cher et qui a un rapport qualité-prix extraordinaire. Du coup, aujourd'hui, on n'a plus d'appro. Clairement, il n'y a plus du tout d'appro. Qu'est-ce qu'on fait? On se retourne sur le Douglas, qui est une sorte d'équivalent prix, rapport qualité-prix à peu près équivalent, qui est un peu plus rosé en termes de ton. Mais le Douglas, il a cette problématique-là. On n'a pas parlé du tanin du bois, hein, c'est comme le vin, vous avez le bois crache. Donc, il y a certains bois qui crachent beaucoup, et quand ça crache, vous avez beau mettre n'importe quel traitement, vous allez vous retrouver avec des auréoles. Donc, ça, c'est aussi une des problématiques où, du coup, ce joli mélèze qui n'était pas trop tannique, bah, de nouveau, là, on va avoir je ne sais pas comment ça va évoluer, là, mais on va avoir une bulle qui va durer, j'espère, le moins longtemps possible, une bulle de bardage de nouveau un peu tannique, quoi. Donc, qui dit tannique, dit auréole, clairement. Merci Sandra. Alors, vous parliez de réglementation. On a une question pour vous trois. Que pensez-vous de la nouvelle réglementation qui interdit l'utilisation du bois en façade pour les immeubles de plus de 28 mètres? Avez-vous des solutions? Moi, c'est un sujet qui me... Excusez-moi, c'est un sujet qui me touche à cœur, hein, parce qu'on est confronté toute la journée avec ces sujets-là. C'est un sujet qui m'énerve aussi parce que c'est des problématiques, encore une fois, d'avis techniques et du CSTB qui ne suit pas, et les fabricants qui ne vont pas déposer leurs avis techniques au CSTB.
Des fois, on ne sait pas pourquoi c'est bloqué à 28 mètres et pas à 30 mètres, et on nous oblige à faire des ATEX à tir larigot pour des sujets un peu, des fois, qui sont... je trouve qu'on n'est pas... Ça va trop lentement. La France, elle se dit innovante. Le CSTB, il dit qu'il nous accompagne, mais je trouve qu'à chaque fois, c'est une usine à gaz dès qu'on veut y monter d'un mètre ou deux. Et aujourd'hui, la construction, elle évolue, quoi. On le voit bien, les appels d'offres, etc. Même les promoteurs, ils sont obligés de s'y mettre avec le bois et donc avec le bardage bois. Parce que comme je vous l'ai dit, après, quand on construit en bois, on est limité en matériaux. Et du coup, le bardage bois était un des seuls qui nous permettait d'aller au-delà de 8 mètres. 8 mètres, c'est rien, quoi, quand vous y pensez. Donc, ça veut dire qu'au-delà des 28 mètres, on a de nouveau encore ce souci-là. Et puis, on jongle. Voilà. Vous avez maintenant des façades qui sont à l'image de la réglementation. Je trouve que c'est triste. Et il faut continuer à bosser avec les CSTB. Nous, Archi, on n'hésite pas avec les entreprises à pousser aux ATEX, avec les maîtres d'ouvrage, de leur dire il y a certains ATEX qui peuvent être rapides à faire, etc. Donc, ouais, il faut continuer. Il ne faut pas se laisser abattre. Mais ouais, on n'a pas trop le choix en ce moment. Compliqué. Merci Sandra. Micha, Simon, si vous avez un avis sur la question. Bah, non, pas vraiment, parce que c'est, voilà, comme Sandra a dit, en fait, c'est la réglementation. On n'a pas de solution aujourd'hui à ça. Ce serait de faire évoluer les réglementations, travailler tous ensemble, les pompiers, le CNDB, voilà, les architectes, les maîtres d'ouvrage, pour trouver des solutions pour ça. Aujourd'hui, il faut suivre la réglementation, donc on n'a pas de solution actuellement pour ça, malheureusement. Merci beaucoup. Quid de l'utilisation du red cedar comme remplacement du mélèze? Ah. À ma connaissance, le Red Cedar, donc ça fait longtemps qu'on ne l'a pas pris, mais parce qu'il y en avait très peu sur le marché. Il y avait des moments où on avait beaucoup de mal à avoir le Red Cedar. Sinon, je pense que c'est un beau bois. Mais nous, on avait sur les projets récents, on nous a dit il y a quasiment plus. On a vraiment beaucoup de mal à l'avoir. Je ne sais pas si vous avez fait d'autres expériences, les autres deux architectes. Non, j'en ai jamais mis. Jamais. Sinon, moi, je trouve que c'est un beau bois qui n'est pas très dur, donc c'est pas faisable pour les terrasses. Mais pour le bardage, c'est assez beau. Oui, quelqu'un dit que c'est très cher le red cedar. C'est peut-être pour ça qu'on n'en a jamais mis, Oui, effectivement. je pense. C'est devenu très cher, oui. Oui. Parfait. Je pense que, Chloé, si je me trompe, on a balayé l'ensemble des questions. On vous remercie grandement en tant qu'intervenant d'avoir fait votre retour d'expérience. J'espère que vous avez tous, en tant que participants, appris de nombreuses choses. Donc, encore une fois, un grand merci à tous d'avoir participé à ce bel événement. On vous dit à très vite pour la prochaine Actu CNDB. Donc, un grand merci à tous et à très bientôt.